Est-ce que pour la délivrance des masques aux médecins infirmiers, on peut facturer les délivrances de la période du confinement en rétroactivité? Si oui, comment? Non, on peut facturer à partir du 11 mai, hein, c'est ce on avait dit, à condition que, bien sûr, on nous explique comment faire. Mais pour ce qui est avant le 11 mai, nous avons, parce que là c'était très difficile puisqu'il n'y avait pas forcément de traçabilité, on a demandé à ce qu'il y ait une forfaitisation de l'ensemble de l'action, à la fois la distribution des masques antérieure au 11 mai, mais également tout ce qui relève de la protection, des règles je dirais de désinfection à l'intérieur de la pharmacie, des équipements qui ont été obligatoires, comme les infirmiers, pour en faire un forfait. Donc c'est la demande que nous avons faite avec l'autre syndicat pour faire un forfait pour couvrir le mois de mars et de mi-mars jusqu'au 11 mai. Donc, on ne peut pas faire du rétroactif sur les masques en espérant qu'on pourra faire sans aucun problème la suite parce que pour l'instant, on ne peut pas bien faire. Ok. Doit-on, pour la délivrance des masques État, continuer à remplir les sorties sur Amélie Pro, monpharmacien.fr, etc. Bah, si on le fait en facturation, il y a la traçabilité. Donc, c'est plus nécessaire d'aller de nouveau enrichir Amélie Pro. Bon, ce serait de faire deux fois. Alors, je sais que certains pharmaciens le font. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais il n'y avait quand même que 45% des pharmaciens qui enrichissaient Amélie Pro, hein. Donc, Amélie Pro n'était pas à l'alpha et l'oméga de la traçabilité. Là, si on identifie à la fois tous les professionnels de santé par puisqu'on facture sur leur compte, en faisant une FSE et en mettant le nombre de masques, voilà, l'information est connue de l'assurance maladie, beaucoup plus détaillée, et elle aura l'exhaustivité de ce qui aura été distribué pour les masques État. C'est ce que voulaient les pouvoirs publics. Donc là, au moins, ce sera très clair. Donc, Amélie Pro, en tout cas pour le suivi des masques, se justifie moins. Alors, comment fait-on lorsqu'on a distribué déjà la semaine dernière des masques et qu'on n'a pas pu les facturer? Est-ce qu'il faudra facturer deux fois si le médecin revient dans la même semaine, enfin dans la semaine suivante en fait? Donc est-ce qu'il faudra facturer deux fois dans la même semaine? Oui, alors là, pour l'instant, on l'a pas calé, mais ce que je ressens, c'est que s'il n'y a pas de souci et qu'il n'y a pas une marche arrière, hein, ce qui n'est jamais exclu, c'est qu'on pourra facturer les 2 semaines à la fois. Ça revient au même, hein, qu'on fasse 1,02 € plus 24 centimes ou qu'on fasse 2,04 € plus 48 centimes, ça inclura les semaines, ça ne coûtera rien de plus à l'assurance maladie et ça vous évitera de faire deux factures. Donc moi, je préconiserais plutôt la seconde solution, c'est de facturer en une seule fois, en 2 semaines, tout ce qui a été délivré pour la semaine du 11 mai et la semaine du 18 mai. Mais ça aussi, on le précisera. Ce qui manque, c'est. Mais pour le médecin, vous pouvez déjà facturer ce que vous avez délivré la semaine dernière en mettant le numéro prescripteur du médecin, hein. Ça élimine un paquet de dispensations. Quand le patient n'a pas de carte vitale, est-ce que c'est possible de faire une facturation avec un dégradé? Oui, oui, bien sûr. Il suffit d'avoir son numéro sécu, sa date de naissance, et voilà. Et vous pouvez faire avec le nom, vous pouvez faire une FSE en dégradé. Voilà, pour le scan, dans ces cas-là, pour les professionnels de santé, il n'y a pas de scan à faire, puisqu'il n'y a pas de prescription. Et pour les Covid contacts, là aussi, pas de scan d'ordonnance. Pour les autres, oui, il y a une ordonnance pour les patients à haut risque et les patients détectés Covid. Peut-on délivrer le même nombre de masques à un médecin retraité qu'à un médecin en activité?
Les médecins retraités, s'ils ne sont pas en activité, ils n'ont pas droit au masque. Hein. Ok. C'est ceux qui exercent. Hein. C'est ceux qui exercent, c'est pour se protéger. Si le médecin est à haut risque, parce qu'il a une pathologie, il se fait prescrire des masques par son collègue. Hein. Si un patient fragile a une ordonnance pour des masques datés d'avant le 11 mai, est-ce que je peux lui donner des masques? Oui, oui. On peut lui livrer des masques. S'il a une ordonnance du mois d'avril, eh bien, on peut lui facturer des masques à partir du 11 mai. Et pour l'instant, à la semaine. Et 10 masques par semaine. Quelle 1 € de TVA, pardon, quelle TVA sur les masques État? Pourquoi est-ce qu'on a une TVA sur ce qui vient de l'État? Parce qu'on ne sait pas, TVA 0, on ne sait pas faire. Hein. TVA 0, on ne sait pas faire. Et puis, c'est un code traceur. C'est pas une vente. En fait, c'est une indemnité qui a été calculée pour les pharmaciens. Un honoraire de dispensation, 1 € ou 2 €, et ensuite un code traceur de 1 centime ou 2 centimes pour pouvoir eh bien, savoir combien de masques on a délivré et pouvoir, l'assurance maladie, savoir combien de masques ce professionnel a reçu. C'est un code traceur, c'est en aucun cas une vente. C'est en fait une forme d'indemnité forfaitaire à la fois au masque et forfaitaire sur l'acte de dispensation. Et on l'a mis à 2 € parce que, de toute manière, c'est ce qu'on a trouvé le plus simple et puis c'est ce qui coûte le moins cher à l'assurance maladie. Comme les autres, pour la dispensation à l'ordonnance, eh bien, on s'est calé là-dessus avec des honoraires à 2,2. Est-ce qu'on peut facturer pour les pharmaciens? Oui, oui, oui. Il n'y a aucune raison qu'on ne facture pas pour les pharmaciens et pour le personnel de l'officine. Ils sont dans le tableau. Est-ce que je devrais demander la carte vitale au professionnel de santé pour faire son dossier concernant les masques? Oui, 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 bien sûr. Ben, comme ça, vous l'enregistrez et la première facturation, vous allez pouvoir le faire avec sa carte vitale, vous le faites en sécurisé. Et des fois suivantes, ben, s'il vient les chercher, s'il a sa carte vitale, vous pouvez facturer immédiatement ou vous pouvez le faire je dirais, en décalé avec ses coordonnées en le faisant en dégradé. Mais voilà, il faut avoir les coordonnées assurance maladie des professionnels. L'avantage, c'est qu'ils sont tous maintenant passés à l'assurance maladie. Hein. Avant, avec le RSI, c'était un petit peu compliqué. Là, au moins, tous les indépendants ont basculé sur les caisses primaires d'assurance maladie, donc ça simplifie. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur la distribution des masques? Parce que j'ai pas mal de questions. En gros, est-ce que j'ai le droit de délivrer à une infirmière qui travaille dans un établissement scolaire? Est-ce que j'ai le droit de délivrer des masques à une infirmière qui travaille dans un EHPAD? Enfin, vous voyez, peut-être redire que c'est pour les libéraux et... Alors, c'est très clair. Hein, pour tout ce qui est établissement EHPAD, hôpital, établissement scolaire, ce sont d'autres circuits d'approvisionnement en masques qui sont prévus et ce n'est pas la pharmacie. La pharmacie, c'est uniquement pour les professionnels libéraux, plus les auxiliaires d'aide à domicile qui sont en activité en ville. Donc, l'école, on a bien vu, hein, ils ont reçu toute une série de masques pour s'équiper et ce n'est pas à nous de le faire. Du coup, vu que vous avez répondu à la question que c'était possible de facturer pour les pharmaciens, les gens demandent quel nom de la pharmacie il faudra mettre pour facturer. Donc, peut-être dire que pour l'instant, la procédure, on ne l'a pas encore. Alors, ce n'est pas le nom de la pharmacie, hein. C'est votre compte personnel. C'est-à-dire, c'est le titulaire avec son numéro sécu qui va avoir, à qui on va donner 18 masques par semaine avec 1 €. Et par contre, le prescripteur, eh bien, on attend toujours quel va être le prescripteur. C'est ça qu'on n'a pas. Et après, pour votre préparateur, vous faites pareil.
Pour votre adjoint, vous faites pareil, sur son compte Sécu. Comment facturer la boîte supplémentaire de 50 masques que nous devons délivrer chaque semaine aux médecins? C'est chaque semaine? Oui, c'est chaque Oui, il y a une semaine. dotation hebdomadaire de 50 masques chirurgicaux et la dotation pédiatrique, c'est une dotation unique. Voilà. Bien, vous facturez. Bon, pour les médecins, voilà, s'ils souhaitent une boîte de masques chirurgicaux supplémentaires pour équiper sa salle d'attente et tous les patients qui viennent, eh bien, vous allez facturer 1,02 €, acte de dispensation, plus 24,50 €, 24 qui correspondent aux masques chirurgicaux qu'il prend, plus 50, ça fait 74 masques, donc ça fait 1,02 € plus 74 centimes, ça fait 1,76 € que vous facturez sur le compte du numéro sécu du médecin. Et si vous avez délivré une boîte de masques pédiatriques supplémentaires parce que voilà, ben vous pouvez rajouter, puisque c'est un one-shot, 2 boîtes, hein, ça peut faire 100 masques, plus les 24 qu'il a reçus. Et si, à l'intérieur des 24 masques, vous pouvez lui donner des masques FFP2, eh bien, si vous donnez 18 masques chirurgicaux et 6 masques FFP2, eh bien, parmi les masques, il y en aura 6 qui seront facturés à 2 centimes. J'avais peut-être encore une question sur les masques et après, il y a d'autres types de masques, donc on peut encore. Si on a une prescription de masque pour un suspect Covid mais qui n'a pas encore son résultat, que fait-on? Mais normalement, on n'a pas le droit de lui donner de lui facturer des masques chirurgicaux. Je ne vous cache pas qu'on n'arrête pas d'expliquer que c'est tout simplement pas possible de se retrouver dans cette situation, parce que s'il est suspect Covid, ben, d'abord, il est potentiellement à risque, et on ne va pas lui demander de revenir avec les résultats de son analyse, alors que là, il doit rester confiné. Donc, ce que l'on dit, est-ce qu'on prend le risque de donner à des suspects Covid les 18 masques, c'est 18, je crois, je ne me rappelle plus, 28 pour masques, les pardon. patients. Oui, 28. 28 masques, ou est-ce qu'on ne les donne pas? Voilà. Ou alors, est-ce qu'on dit que c'est le médecin qui doit donner bien équipé pour 2 jours et qu'après, il envoie quelqu'un de sa famille pour venir chercher les 28 masques. Donc là, il y a une mauvaise organisation, une mauvaise appréciation. Alors, je comprends qu'ils ne veulent pas donner à tous les suspects Covid 28 masques, mais le système n'est pas très, très, très bien opérationnel. Donc, on demande des éclaircissements, et je sais que ça discute beaucoup là-dessus, parce qu'ils voient bien, au départ, vous savez ce qu'ils avaient écrit quand même. Hein. Ils avaient écrit que les patients Covid devaient venir chercher 14 masques par semaine parce qu'il fallait faire des économies sur le stock. On leur a dit non, quand même, eux, il ne faut pas qu'ils sortent, quoi. Hein, donc, il vaut mieux qu'on donne 14 jours. Alors, ils ont changé, ils ont reconnu que ce n'était pas très bien de donner par semaine. Donc, ils sont passés à 14 jours. Mais pour l'instant, ils ont maintenu le résultat du test. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les tests, je sais que les pouvoirs publics ont demandé au laboratoire de faire énormément d'efforts pour que le résultat arrive vite, hein, parce que parfois, il n'y a pas la machine pour lire de résultats sur place. Parfois, c'est 1, 2 ou 3 par région, pas plus. Donc, ça veut dire que les écouvillons circulent et que ça prend du temps. Donc, s'il faut attendre 48 heures sans se protéger, c'est pas top, quoi. Donc, on demande peut-être une disposition transitoire en attendant le résultat du test, ou c'est le médecin qui puise sur sa boîte de 50 masques, ou il faut qu'on prenne le risque de donner 28 masques, même si ce patient n'a pas été Covid dépisté. Là aussi, on n'a pas la réponse. Désolé, mais vous savez, c'est ça en permanence. Hein. Juste au moins, depuis la semaine dernière, depuis qu'on a eu cet échange avec le ministre de la Santé, des gens avec qui on ne parlait jamais depuis le début de la crise, on parle. Et
ils ont plutôt tendance à nous écouter parce que on leur apporte quand même la réalité du terrain et les difficultés auxquelles on est confronté. Ok, on change un petit peu, mais on reste sur les masques non sanitaires. Est-ce que le prix des masques sera encadré? Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, parce que là aussi, ça va faire l'objet d'une discussion avec le gouvernement. Le gouvernement souhaite, et je pense que c'est un vrai souhait, de voir comment on peut équiper les personnes qui auraient du mal à acheter des masques en raison de leur situation financière. Et donc, il est hors de question, dans des situations de personnes qui sont en difficulté, de les empêcher de s'équiper correctement, tout simplement pour des raisons financières. C'est totalement inacceptable. On voit bien que dans les quartiers difficiles, déjà où on a parfois des logements pas toujours adaptés, avec une concentration de personnes qui fait que le risque est beaucoup plus important. Si en plus elles ne peuvent pas s'équiper correctement de masques et les entretenir correctement, ce serait créer un risque supplémentaire pour ces personnes et leur environnement. Donc la discussion aujourd'hui n'est pas aboutie, on pense que ce sera plutôt début juin. C'est de faire prendre en charge ces masques, donc de pouvoir les distribuer gratuitement pour les patients qui seraient bénéficiaires de la C2S, puisque c'est ça un petit peu la cible aujourd'hui. Bien sûr, ce masque aurait un prix réglementé et le pharmacien donc, va acheter des masques alternatifs pour pouvoir les facturer à l'assurance maladie à ce tarif. Pour l'instant, la discussion tourne autour de 5 euros, 5,50 €, mais c'est une discussion. Ce n'est pas un prix, mais en tout cas, voilà, pour pas que vous pensiez qu'on va être à 1 euro et à 1 centime. Hein. Voilà, mais avec un masque de niveau de qualité correct, c'est-à-dire pas le bas de gamme. Donc, on regarde à la fois le coefficient de filtration, savoir si c'est du type 1 ou du type 2, c'est en discussion aujourd'hui, et le nombre de lavages de ces masques. Donc, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 20? Voilà, c'est en discussion aujourd'hui. Et je pense qu'au vu de l'industrie qui est en train de se mettre en place et en train de produire, qui pour l'instant est en flux tendu, puisque les élus ont voulu distribuer des masques, et c'est très bien, à toute la population. Donc, ils ont capté toute la production. Mais début juin, si ils vont pouvoir produire dans de bonnes conditions et approvisionner régulièrement cette population. Donc, on est en discussion. Là aussi, il faudra fixer le prix. Alors, il n'y aura pas de dépassement possible. Hein. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas, si c'est 5 euros, dire je donne le masque à 10 euros et il y aura 5 euros de reste à charge. Non, non, c'est un prix maximum et il ne peut pas y avoir de dépassement, en tout cas pour cette population. Ensuite, savoir combien de masques on donne à la fois, puisqu'il faut les laver, hein, et ils sont portés 4 heures. Après, il faut les entretenir, donc ça veut dire qu'il faut plusieurs masques par mois pour pouvoir faire une rotation, et puis c'est toute la famille. Donc là, il faut qu'on définisse les règles, et aussi les règles pour que ce soit une certaine quantité pour la famille, et qu'on s'assure qu'elle ne puisse pas en prendre dans plusieurs pharmacies. Donc, on est en train de travailler là-dessus avec l'assurance maladie pour le début juin. Ok. Je remonte parce qu'il y a tellement de questions. Pourquoi les mutuelles ne participent pas à l'effort national concernant les masques? Ne pourrait-on pas demander une somme participative supplémentaire à ce sujet pour les autres, le reste de la population, quoi? Elles peuvent prendre des initiatives, hein, les mutuelles, comme elles ont pris des initiatives pour prendre en charge la vaccination, comme on l'a eu avec l'ESIA pour le personnel des officines. Rien ne les empêche de prendre des initiatives. Bon, par contre, elles sont dans une situation financière pas simple, parce que tout ce qui a été arrêt de travail, chômage partiel,
elles sont fortement sollicitées financièrement, bien évidemment, puisqu'elles participent déjà. Sur la C2S, elles ont une contribution, puisque voilà, il y a une part mutuelle qui est intégrée, même si c'est l'assurance maladie qui gère l'ensemble du budget et qui rembourse, elle, en premier. Il y a une participation des complémentaires, comme à l'époque sur la CMU, qui est une contribution globale qui rembourse l'assurance maladie obligatoire d'une certaine somme. Donc, elle participe. Après, je ne suis pas inquiet, au vu du déficit de l'assurance maladie qui va arriver. Je pense que des rééquilibrages risquent de se faire assez rapidement dans les prochains PLFSS. Ok. Alors, je change de sujet sur l'aide d'Amélie Pro, enfin l'aide de l'assurance maladie, pardon. Donc, quand sera versée l'aide déclarée pour le 16 mars, enfin du 16 mars au 30 avril? Bon, théoriquement, assez rapidement. Théoriquement, assez rapidement, ils font simplement un premier contrôle. Et après, ça devrait arriver. Donc là, on est le 17 mai, ça devrait être versé, voilà, j'espère, cette semaine. Et ensuite, on refera la même chose entre le 1er mai et le 31 mai. Donc, on fera la même déclaration pour le mois de mai. Et théoriquement, versé première quinzaine de juin. Ok, c'est bien, parce que ça répond à une autre question que j'allais poser. Parfait. Quid des produits chers pris en compte dans les chiffres transmis à la caisse qui faussent les montants? Ouais, on a posé la question dès le départ à l'assurance maladie en disant que ça pouvait impacter. Une petite pharmacie, il suffit qu'elle récupère un patient avec des médicaments chers pile au mois d'avril pour fausser. Bon, ben, on n'a pas été entendu. On avait j'avais proposé d'exclure dans la déclaration du chiffre d'affaires tous les médicaments au-dessus de 2 000 euros, que ce soit pour l'activité de 2019 et également pour la période de mi-mars à fin avril. Ça n'a pas été accepté parce que pour la caisse, c'est extrêmement compliqué à contrôler. Donc, effectivement, on aura ce biais qui va impacter un certain nombre d'officines, malheureusement. Est-ce que cette aide... À contrario, hein, ceux qui avaient délivré des médicaments chers sur des patients en 2019 et qui ne les ont plus en 2020, eh bien, voilà, l'impact est plutôt favorable. Voilà. Mais malheureusement, je sais qu'un certain nombre de pharmaciens se retrouvent confrontés à cette situation. C'est assez injuste, mais voilà, rien n'est parfait là dans les règles de calcul. Pardon. Est-ce que alors il y a certaines personnes, je pense, qui ont compris que l'aide de l'assurance maladie allait être récupérée parce qu'il y a écrit qu'on allait récupérer l'aide. Donc, est-ce que cette aide sera récupérée plus tard? Parce que je serai en prêt, en fait. Non, je sais pas. Vous déclarez, il y a 5 000 euros pour un mois et demi. L'assurance maladie fait un calcul et nous verse qu'un acompte. Je crois que c'est 90% de la somme due. Le calcul, ou 80, le calcul est automatique de toute manière, mais cette somme est versée définitivement. Elle ne peut être reprise que s'il y avait eu une déclaration anormale. Donc le contrôle se fera en fin d'année, et si dans l'outil de contrôle de l'assurance maladie, cette déclaration n'était pas conforme à la réalité, il y aura reprise. C'est uniquement dans ces conditions. Ou si vous n'avez pas déclaré des arrêts de travail ou le chômage partiel, eh bien, il pourra y avoir une reprise de la part de l'assurance maladie de cette somme versée. Mais si vous avez déclaré correctement et qu'il n'y a pas de biais, cette somme est versée définitivement et est acquise par le pharmacien. Et ça pourra continuer mai et ça pourra peut-être continuer juin, hein, puisque la situation continue et on voit bien que la reprise d'activité n'est pas au rendez-vous. Hein. Le mois de mai est mou, comme le mois d'avril. On est sur des moins de 20%.
Est-ce que la reprise suite au déconfinement, des consultations médicales, notamment de spécialistes, va redonner de l'activité? Est-ce que petit à petit, la reprise de l'hôpital, qui se fait très progressivement en dehors des services, bien sûr, d'urgence et Covid, va redonner de l'activité? Voilà, on sait qu'on aura une reprise qui va être très, très progressive. Est-ce qu'il faut prendre en compte le remboursement mutuel ou juste le remboursement Sécu pour la simulation d'aide sur Amélie? C'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est régime obligatoire plus régime complémentaire. C'est votre chiffre d'affaires de tout ce qui a été présenté au remboursement en tiers payant. Alors, bien sûr, on a exclu ce qui n'était pas tiers payant, parce que pour nous, c'était beaucoup plus simple de le calculer, et pour l'assurance maladie, également plus simple, puisque c'était facilement identifié pour le pharmacien. On sait très bien que la partie hors tiers payant, même remboursée, est très faible. Donc voilà, donc c'est bien le chiffre d'affaires présenté au remboursement en tiers payant. Si on a fait une erreur en rentrant les chiffres sur Amélie, est-ce qu'on peut le modifier? Je ne sais pas. Une fois qu'on a validé, je ne sais pas. Il faudra qu'on pose la question lundi ou mardi. Ouais, je ne sais pas si on peut faire une rectification. Si on est un nouvel installé depuis 6 mois, comment fait-on? On a en plus fait fusionner 2 pharmacies. Ouais, alors si on est un jeune installé, on prend le chiffre d'affaires des 3 derniers mois pour le déclarer. Donc il y a une coche jeune installé, et là il y a un guide de déclaration sur votre activité. Il faut avoir au moins 3 mois d'activité antérieure pour pouvoir avoir la base de référence, et ensuite déclarer entre le 16 mars et le 30 avril. Il y a, quand vous cochez jeune installé, il y a un tuto qui vous explique comment vous devez faire. Alors, je change de sujet. J'ai une question pour les DOM sur tous les tarifs fixés au cours de la crise, donc la vente des masques, les solutions hydroalcooliques, etc. Aucune majoration pour les DOM n'avait été prévue alors que le coût de la vie est plus cher. Est-ce que l'USPO a fait ses demandes? Oui, on a fait ces demandes. On n'a pas été entendu pour le gel hydroalcoolique. Pour le tarif d'indemnité sur les masques, il n'a pas été prévu de majoration pour les DOM. Par contre, on s'est bagarré pour enlever l'octroi de mer sur tous les équipements de protection. Donc ça, on a obtenu. Donc il n'y a plus d'octroi de mer. Donc le coût du matériel n'est pas soumis à cette taxe supplémentaire. Et on est en train de se bagarrer. J'ai eu un webinar comme ça avec nos confrères de l'île de la Réunion, et ils m'ont alerté sur des masques alternatifs, donc des masques tissus, qui étaient soumis à l'octroi de mer par les douanes. Et donc on est monté au créneau auprès du ministère de l'économie à leur demande pour faire sauter l'octroi des mers pour toutes les DOM, pour les masques tissus. À ce jour, on a fait ça la semaine dernière, à ce jour, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, on les a alertés de cette situation qui n'était pas du tout adaptée, parce que si c'est un outil de protection sanitaire, il faut vraiment que l'octroi de mer ne soit pas perçu. Donc, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour compenser les coûts spécifiques des DOM. Et pour les DOM, j'en profite pour dire qu'on est également monté au créneau, là aussi la semaine dernière, pour essayer que l'approvisionnement en masques, voilà, parce que le fret a énormément diminué sur l'ensemble des DOM, que le fret soit un petit peu priorisé, notamment sur les outils de protection, et en particulier les masques, que ce soit les masques chirurgicaux, les dotations État, mais également les masques alternatifs. Et une petite pensée d'ailleurs pour Mayotte, qui voilà, fait partie de ces départements où la précarité est forte, et où malheureusement les équipements et je dirais la crise Covid risque d'exploser, puisque voilà, on a
situations de logement pour un certain nombre de la population qui sont extrêmement précaires et qui peuvent faire flamber le Covid. Donc je sais qu'ils sont tous sous tension et un petit coucou aux pharmaciens de Mayotte. Alors, maintenant, attendez, ça avance trop vite en même temps. Excusez-moi. Pour le gel hydroalcoolique, grosse pénurie sur les flacons. On arrive à avoir du vrac, mais pas de flacons. Est-ce qu'il est possible de facturer, si on peut se procurer des flacons seuls, est-il possible de les facturer en plus du gel aux patients? Sinon, on vend le gel à perte. Non, le prix flacon 100 millilitres, 200 millilitres, litre correspond à un prix qui inclut le prix du flacon. Donc, on ne peut pas ajouter le prix du flacon au prix qui a été encadré, puisque le prix qui a été encadré ne correspond pas à la solution, à la solution sans flaconnage. Pour ça, on ne peut pas le faire. C'est en train de se détendre un petit peu sur les flacons. Vous pouvez aller sur, il y a des sites au niveau de la direction générale de l'équipement, notamment sur Stop Covid, ça s'appelle, et vous avez la possibilité d'avoir des contacts avec des fabricants de flacons qui sont sur le territoire national, faites attention. Mais puis, il y a des groupements de pharmaciens qui sont en train là aussi de mettre en place toute une stratégie pour avoir du gel hydroalcoolique, déjà en flacon ou avec des bidons de 5 litres, mais à côté des flacons, bien sûr, pour pouvoir, et même parfois des étiquettes, pour pouvoir le fabriquer. Donc voilà, il faut là passer quelques coups de téléphone, mais je dirais que ça se débloque un petit peu. Là, il y a de la tension sur les flacons pompes, puisque tous les commerçants ont pu s'équiper en flacon pompe, donc là c'est un petit peu plus difficile. Mais sur le flaconnage, ça commence à se détendre. Mais bon, c'est vrai qu'il faut se bagarrer et il faut être à l'affût de tous vos fournisseurs parce que quand ils ont du stock, ça part très vite. Maintenant, juste peut-être une question sur les tests sérologiques. Quid de la formation des pharmaciens? Avez-vous une visibilité sur l'annonce de la stratégie nationale et donc possiblement l'intégration des pharmaciens? Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, il y a une stratégie nationale, il y a l'avis de la Haute Autorité de Santé. On voit qu'il y a des initiatives, on voit que sur Paris, sur la région parisienne, la présidente du conseil régional veut en faire une stratégie de dépistage avec des tests sérologiques type TROD, avec juste la goutte de sang. Donc, c'est en train de bouger sérieusement. Donc, on ne va pas. Nous, simplement ce qu'on en a dit, c'est que si on doit en faire une véritable stratégie de santé publique, les pharmaciens doivent être impliqués, comme les médecins, comme les biologistes, comme les infirmiers. Ce n'est pas une chasse gardée. Quand on fait du dépistage, de la prévention, on doit permettre aux personnes qui veulent se dépister de pouvoir le faire facilement et dans des bonnes conditions. Et la pharmacie de proximité est un lieu privilégié où ça peut se faire. Sinon, on ne fait pas du dépistage. Sinon, les patients n'y vont pas. C'est comme la vaccination. Si on ne rend pas accessible, les gens ne se vaccinent pas bien. Donc voilà. Mais moi, je ne vais pas vous dire on aura ça dans 15 jours, on aura ça dans un mois. Je ne peux rien dire là-dessus. Je sais que ça avance. Ce qui me rassure, c'est que la qualité, la fiabilité des tests est bonne. Maintenant, il ne suffit pas que les tests soient fiables. Il faut voir la finalité de ce test. Si les anticorps se cassaient la figure très rapidement, ça pose un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Patient. Voilà, donc ça mérite voilà, que les ministères et tous les comités scientifiques qui gravitent autour du ministère prennent position, en plus de la SAS et éventuellement de la NSM. Mais nous, on est là. Nous, on peut faire le job avec certainement beaucoup d'efficacité.
Et après, on discutera rémunération. C'est systématique. Question suivante. Non. Attendez, parce que là... Ah mince, j'ai perdu mes questions. Bref, il y avait des questions sur les gels hydroalcooliques, sur est-ce que j'ai le droit de déconditionner des bidons de 5 litres et d'en vendre, de mettre les bidons de 5 litres dans des petits flacons qui sont apportés par les patients. Voilà. Pour le gel hydroalcoolique, peut donc déconditionner des flacons de 1 litre achetés à un fabricant pour remplir les flacons des patients. Oui, mais pour le gel hydroalcoolique, vous pouvez faire ça, bien sûr. Alors, bien sûr, faites attention au type de flacon. C'est re-remplir des flacons qui ont contenu déjà du gel ou de la solution hydroalcoolique. Mais au niveau du coefficient, vous ne pouvez pas, si vous avez acheté 5 litres de gel hydroalcoolique, vous ne pouvez pas appliquer les coefficients dans le prix qui sont les coefficients de majoration. Vous devez respecter le prix qui est le prix réglementé pour les flacons de sang, etc. Mais les coefficients de majoration ne sont prévus que si vous fabriquez. Ou si c'est un confrère, un pharmacien, qui l'a fabriqué pour vous. Donc là, on est dans l'artisanal. Et quand c'est un industriel qui vous vend un bidon de 5 litres et vous demande de remplir des flacons, ça reste de l'industriel, ce n'est pas de l'artisanal. Et si vous remplissez des flacons qui sont apportés par un patient, eh bien là, il y a un tarif qui est prévu, qui est sur le tableau, qui est sur le site de l'USPO pour calculer le prix par rapport aux tarifs qui doivent être appliqués. Ça permet d'économiser les flacons. Peut-on vendre des bidons de 5 litres de GHA aux particuliers? Je ne sais pas ce qu'il va en faire de 5 litres, mais rien ne l'interdit. Ouais. À ma connaissance, rien ne l'interdit. Ouais, non. Faites bien attention quand même à l'étiquetage. Vous savez que l'étiquetage, quand c'est des flacons pour les industriels, ils vont avoir, alors je ne veux pas dire de bêtises, Bénédicte, mais je crois que c'est début juin, ils doivent avoir dans les règles d'étiquetage le pourcentage d'alcool contenu dans le gel hydroalcoolique. Ah, j'ai pas vu encore ça. Ok. Pour les industriels. Pour les industriels, oui. Pour les pharmaciens, non. Pour les pharmaciens, pour le SHA, la formule de toute manière est à 70%. Donc, il n'y a pas de débat, puisqu'on ne peut que fabriquer, je me rappelle d'ailleurs, la formule de l'OMS. Et pas rajouter des trucs. Non, c'est la formule de l'OMS. Et là, bon, par définition, c'est de 70%. Et pour les fabricants, les nouveaux étiquetages doivent contenir le pourcentage d'alcool, ce qui évitera que les produits ne soient pas virucides, puisqu'on sait que c'est le pourcentage d'alcool qui est important pour avoir la puissance de. Un petit conseil, si vous avez de l'alcool à 70 et que vous arrivez à en avoir, conseillez-le. Parce que je vois beaucoup de patients qui utilisent pour nettoyer les surfaces, les poignées de porte, etc., l'eau de Javel. Voilà, au bout d'un moment, l'eau de Javel, oui, c'est bien, mais c'est bien pour les surfaces, pour les sols, les toilettes, etc. Mais pour certains objets, ça risque quand même de les dégrader. Donc, pensez à conseiller l'alcool, à proposer l'alcool à 70, qui sèche très vite, ce que vous faites pour vos comptoirs, etc. Donc, n'hésitez pas à leur conseiller et à en commander. Est-ce qu'on peut vendre un flacon de GHA de 125 ml au prix de 100 ml? Non, non. Non, c'est terrible, parce que si vous l'avez acheté moins cher, puisque le tarif du 125 pour le prix de cession était plus bas, ce qui n'est pas cohérent. C'est si vous remplissez, si vous avez fabriqué et que vous remplissez. Si vous remplissez un flacon de 100 ml, eh bien, il se vend à un certain prix. Et si vous remplissez un flacon de 125 ml, il se vend moins cher. Ça n'a pas de sens. Donc, vous pouvez avoir un flacon de 125 ml rempli à 100 ml.
Ça, vous pouvez le faire. Et donc, vous facturez 100 millilitres. Mais vous vendez 100 millilitres. Les patients nous demandent s'ils seront prélevés. Les patients nous demandent s'ils seront prélevés de 50 centimes par la Sécu lors de la facturation des masques. C'est tout le débat. C'est tout le débat que l'on a actuellement et qui a fait que pendant une semaine, on a retardé. Voilà, tout simplement. C'est ce qui pose problème aujourd'hui et que l'on doit régler la semaine prochaine. Si l'assurance veut qu'on puisse faire ça, il faut qu'ils enlèvent la franchise pour cette. Mais c'est pas facile pour eux. Donc ça fait débat. Je ne doute pas qu'ils trouveront une solution la semaine prochaine sans pénaliser les pharmaciens et sans pénaliser les patients. Est-ce que la rétrocession hôpital-ville sera prolongée? Alors, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas vu sur cette partie du texte une possibilité de le prolonger. Je pense que ça va être quelque chose qui va rester. C'est quelque chose qui va rester parce que sur l'après-Covid, on va prendre un certain nombre de dispositifs qui ont marché et regarder ce que l'on pourrait mettre dans le droit commun. Ça fera partie des débats sur la facilité pour les patients d'avoir accès à leurs médicaments sans être obligés de retourner à la pharmacie de l'hôpital, ce qui n'est pas toujours simple quand on est éloigné. Donc, je pense que là, ça renforcera le lien entre le pharmacien de ville et le pharmacien de l'hôpital. Je pense que ce sera une bonne chose. Est-ce que je peux délivrer sur ordonnance les masques pédiatriques et comment les facturer? Les masques pédiatriques reçus des masques État. C'est pas vraiment prévu en fait. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est prévu d'en donner aux médecins, mais. Non. Ça n'a pas été prévu pour, distribution aux enfants. Donc, ils ont des masques chirurgicaux classiques. Les masques pédiatriques, on en aura eu une boîte, 2 boîtes, et c'est fini. Il n'y en aura plus. Donc, ça veut dire que ce serait un jeune atteint du Covid à qui on délivrerait un masque chirurgical qui serait un masque pédiatrique, pas prévu. Est-ce que il faut facturer aussi les stocks ARS? Non, pas les facturer. Non. C'est ça la question. Non, oui, non, pardon. Non, les stocks ARS ont été prévus en plus pour donner aux professionnels et sont en dehors de la gestion des stocks État. D'ailleurs, ça s'est arrêté. A priori, non, parce que j'ai plusieurs questions sur les dotations ARS. D'accord, donc ils avaient encore des stocks cachés. Il ne faut pas le dire, c'est un stock caché. Séparer les deux. D'un côté, vous donnez, ça fait des choses en plus, ça permet de boucher les trous dans les périodes où vous êtes sous tension, mais après, c'est fini ça. Est-ce que j'ai le droit de vendre des visières de protection? Demandez au Conseil de l'Ordre. Je ne suis pas arrivé à avoir une réponse claire sur cet équipement de protection individuelle. C'est vrai que certains pharmaciens ont demandé parfois, bien avant le Covid, des lunettes de protection. Certains en vendaient. On a vu un certain nombre de pharmaciens vendre des visières. Là, c'est pas très clair. J'avoue que c'est pas forcément inscrit
dans le 23e alinéa ou le 25e alinéa de ce qu'on est autorisé à vendre. Je sais qu'il y a débat. Je sais qu'il y a débat là-dessus. D'un autre côté, c'est vrai que c'est un outil efficace pour protéger. Et qu'un certain nombre de prestataires à domicile en vendent, à la fois aux patients et à la fois à des professionnels qui doivent être protégés. Donc, c'est vrai que toujours difficile. Toujours difficile. Conseil de l'ordre. Voilà, bah, je pense que. Après, il y a encore pas mal de questions, mais je pense que c'est des questions auxquelles on a déjà répondu. Je suis en train de regarder, mais. D'accord. Personne ne pose de questions sur ma coiffure? Non? Si, les gens ont remarqué, Gilles. Oui, oui. Ah, quand même. Que je ne sois pas dit pour rien. C'est ça. Que le déconfinement ait un peu servi à quelque chose. Ça fait du bien, hein, je vous cache pas que ça soulage. Ouais. Après, enfin, si on fait une facturation personnelle de l'officine, on renseigne quel prescripteur, on a déjà répondu. Que faire des dotations régions qui nous restent, ben, vous les donnez. Moi, après, il y en a encore pas mal, j'ai peut-être pas tout lu, mais je crois que globalement, on a quand même bien balayé tous les sujets, quoi. On fera comme d'habitude, hein, Bénédicte, vous continuerez à répondre sur la foire en question que l'on met, merci Bénédicte, la foire en question que l'on met à jour. On va refaire un webinaire dimanche prochain. On verra en fonction de l'actualité comment on l'anime, si on a des invités, voilà, si Pierre-Olivier Variot veut être là, et ce sera avec plaisir. Voilà, Bénédicte est toujours fidèle, hein, donc dimanche prochain, voilà, sympa. En plus, c'est un week-end un peu grand, hein, puisqu'il y a un jeudi férié, mais bon, actuellement les jours fériés, c'est pas terrible. Donc moi, je vous remercie tous hein, de participer. Faites-le connaître ce webinaire. Vous savez que le replay fonctionne. Vous savez que nous avons des collaborateurs au sein de l'USPO qui très rapidement saucissonnent les thèmes pour pas que ce soit 1 heure et demie non-stop et ça permet d'avoir des réponses. Je sais qu'ils sont très appréciés puisqu'on a de bons retours. Et puis j'en profite pour remercier Bénédicte pour tout ce travail parce que à la fois pour l'organisation des webinaires, pour le temps passé en dehors des heures classiques de travail et puis pour toutes les circulaires qui sont extrêmement complexes et très piégeuses que nous essayons de vous envoyer et qui ne sont pas toujours faciles à rédiger et à simplifier pour essayer de vous les rendre le plus facile lisible par toute votre équipe. Parce que parfois, au comptoir, on se pose, comme vous le faites au webinaire, beaucoup de questions. Donc, merci Bénédicte pour tout cet investissement. Merci. À dimanche prochain. Au revoir. Et en bonne santé. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.